Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Vous en parlez du cannabis, il est 11h03. Pourquoi le cannabis? Parce que le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée du cannabis, de la vente de cannabis. Alors pour ou contre, les débats autour du cannabis fleurissent depuis tant d'années en France et partout d'ailleurs dans le monde, en Europe aussi. Faut-il légaliser de manière encadrée la consommation, l'achat, la vente de cannabis? Vous nous dites, qu'en pensez-vous? Allez-y, installez-vous dans le débat, 0826 300 300. Pour en débattre ce matin, nous avons trois invités. Myriam Savy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer Addiction France. Merci. Othman Nasrou, vous êtes premier secrétaire général délégué des Républicains, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Dominique Duprez, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois pour animer ce débat. Et encore une fois, vous pouvez intervenir 0826 300 300. Alors les enjeux sont importants. Que dit le Conseil économique, social et environnemental? Après plusieurs semaines de travaux, les membres de la commission de ce Conseil, du CESE, sont allés sur place, ont rencontré beaucoup de monde. Et que disent-ils? Ils disent il faut maintenant passer à la légalisation encadrée. Notre objectif, c'est d'être guidé par des objectifs de santé publique. Le Conseil part du constat que près de la moitié des adultes ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie en France, contre environ un quart dans l'ensemble de l'Union européenne. Il propose des commerces légaux qui pourraient voir le jour à condition d'obtenir une licence et que les gérants suivent une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Et il propose une légalisation évidemment pour les majeurs, les plus de 18 ans. Alors, tour de table, Myriam Savy, bonne idée ou mauvaise idée? C'est une très bonne idée, ça rejoint les recommandations de notre association Addiction France. De manière générale, de la plupart des professionnels de la santé, de la dictologie. Et ça rejoint aussi les recommandations d'autres institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'à chaque fois qu'une institution se penche sur la question du cannabis et de sa légalisation, quand on regarde de manière objective les données scientifiques, on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, on arrive à des conclusions en faveur d'une légalisation, bien sûr encadrée, car il ne s'agit pas de libéraliser un secteur ou de promouvoir une consommation de cannabis à tort et à travers. Bien, Othman Nasrou. Bonne idée ou mauvaise idée? Ce serait une très mauvaise idée. Je pense que la légalisation serait une décision absolument terrible parce que on ne peut pas à la fois dire qu'on a une substance dangereuse qui cause aujourd'hui des ravages dans la jeunesse, qui est l'une des principales causes du décrochage scolaire, et la légaliser. La légaliser, ça reviendrait incontestablement à augmenter sa consommation. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans tous les pays qui l'ont fait. La consommation a augmenté. Alors il faut qu'on arrête cette grande schizophrénie où on veut lutter contre un fléau qui fait des ravages, notamment chez les plus jeunes, ou alors on accepte de le banaliser, d'envoyer un message. J'aimerais qu'on pense à tous ces parents, à toutes ces familles qui ont le plus grand mal aujourd'hui à expliquer à leurs enfants qu'ils doivent se tenir éloignés de ces substances. Et donc moi, je trouve que cette décision serait absolument mortifère. Dominique Duprez. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est le moins qu'on puisse dire avec ce qui vient d'être dit là. Notamment que dans les pays où on a légalisé que la consommation avait augmenté, ce qui est complètement faux. Toutes les études, notamment au Portugal, Portugal a légalisé. Alors nous allons voir plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Depuis 2018, vous avez plus de 700 000 nouveaux consommateurs qui sont arrivés. Des consommateurs majeurs. Des consommateurs majeurs ou mineurs? Écoutez, majeurs, mais qui empêche? Majeurs. Mais ça revient à donner aussi un accès simplifié aux mineurs. Ça sera forcément plus simple de se procurer du cannabis pour un mineur, si c'était légalisé. Par exemple, par rapport au Canada, puisque vous évoquez le cas du Canada, on a constaté qu'il y avait plutôt une baisse de la consommation chez les tranches les plus jeunes et une augmentation avec la légalisation chez les actifs et les seniors. Et les seniors qui recherchent un bien-être. En gros, peut-être des gens qui avaient consommé dans les années 70 au moment du phénomène hippie et qui se remettent un peu, mais d'une manière contrôlée, modérée, etc. Et donc, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut dire, Monsieur Bourdin, c'est que dans la classification quand même de la dangerosité des produits, depuis le rapport du professeur Rock dans les années 80, qui a jamais été remis en cause, il y a une hiérarchie de toxicité des problèmes, des problèmes. Donc l'héroïne, le crack bien sûr en premier lieu, après arrive l'alcool et le tabac, et le cannabis arrive après. Oui. Et donc là,
on a des discours comme ça catastrophiques sur l'usage du cannabis, alors qu'à usage modéré, c'est beaucoup moins grave que d'autres produits, y compris... Je veux dire, alors par exemple, par rapport aux accidents de circulation, ça c'est quelque chose de tout à fait drôle. On entend souvent dire au niveau des politiques, le cannabis tue. Il y a mais, sauf que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a souvent association avec de l'alcool. Hein, et souvent, la majorité, c'est d'autres drogues. Et d'autres drogues, mais la cocaïne ou autre. Souvent alcool et cannabis. Et puis par ailleurs, lorsqu'on consomme le cannabis, et bien sûr, il n'y a plus d'effet, mais 8 jours après, au niveau des analyses, on décèle. Alors que, bien entendu, cette consommation d'il y a 8 jours ne joue absolument pas sur le réflexe. Bon. Oui, Othmane Nasrou. Alors d'abord, vous le dites vous-même, quand on consomme de l'alcool et du cannabis, ça augmente de 30 fois. De 30 fois le risque d'avoir un accident de la route. Ce n'est pas parce qu'il y a des substances qui sont nocives, qui sont légalisées, qu'il faut légaliser toutes les substances nocives. Je sais pas d'où vous sortez ces chiffres, quand même. Je vous les sors d'un certain nombre d'études que je tiendrai à votre disposition. Mais surtout, vous ne m'expliquez pas. Oui, on va pas se battre sur les chiffres, mais vous m'expliquez pas pourquoi légaliser. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que cette idée qu'en légalisant, on va lutter contre les trafics, comme si les trafiquants de drogue qu'on a dans un certain nombre de quartiers vont mettre une cravate et ouvrir une boutique, c'est une idée absurde. Ils iront vers du cannabis de contrebande. Je vous rappelle que le principal marché de contrebande aujourd'hui, c'est aussi le trafic de cigarettes, qui sont pourtant parfaitement légales. Vous vendront du cannabis moins cher. Ils vendront du cannabis plus dosé en THC, en substance psychotrope. Donc dire que légaliser va réduire les trafics, ça n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, on aura la double peine. On aura et les trafics, y compris vers des substances plus dangereuses comme la cocaïne ou l'héroïne, et puis nous aurons malgré tout une consommation qui va augmenter au Canada. Vous me contesterez peut-être ce chiffre aussi, mais l'essentiel du cannabis, malgré la légalisation, est toujours dans le marché noir aujourd'hui. Et toujours dans le marché noir, plus de 82% du cannabis consommé au Canada reste du cannabis issu du marché noir, malgré la légalisation. Est-ce qu'au Canada, il y a des boutiques permises, des boutiques ouvertes où l'on vend du cannabis? Alors, il faut dire qu'il faut rappeler que le Canada est un pays fédéral. Oui, donc c'est un pays fédéral. Oui, c'est vrai. En fonction des provinces, la législation n'est pas la même. Alors, par exemple, au Québec, c'est 100% diffusion publique, comme pour l'alcool. On va chercher de l'alcool, non pas dans le magasin du coin, mais à la régie de l'alcool. Ah, d'accord. Et c'est pareil pour la diffusion du cannabis. Il y a d'autres États qui ont fait un mix privé-public, et d'autres provinces, c'est carrément privé. Bien, Myriam Savy. Je pense qu'il faut partir de la réalité aujourd'hui. C'est quoi cette réalité? C'est que les jeunes aujourd'hui n'ont absolument aucune difficulté à se procurer du cannabis et à en consommer. C'est certain. Donc à partir de cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, acteurs de santé, ce que l'on voit, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à mener des actions de prévention sur un produit qui est illégal, parce que quand on va par exemple voir ces jeunes, qu'on leur demande s'ils consomment du cannabis, puisque c'est interdit, ils vont dire non. Donc légaliser, ça permet aussi de faire davantage de prévention, de mieux contrôler la qualité des produits, et évidemment, il ne s'agit pas encore une fois de libéraliser, mais d'encadrer strictement, d'interdire la vente et la consommation par des mineurs, d'interdire la publicité et évidemment d'éviter tous les travers que l'on connaît en matière de politique alcool ou de politique sur le tabac. Ce que l'on voit sur la question du cannabis, c'est qu'on est sur une position un peu idéologique, avec, comme le disait monsieur Duprez, une incohérence entre le fait qu'on ait des substances légales comme le tabac et l'alcool qui sont plus dangereuses que le cannabis, et à côté de ça, on va diaboliser le cannabis, alors que oui, c'est un produit à risque chez les mineurs, mais chez les adultes, à partir du moment où leur cerveau est mature, les risques sont beaucoup moins importants, beaucoup plus faibles que l'alcool, par exemple. Il y a des raisons pour le tabac et l'alcool. D'abord parce que l'État prend des taxes et évidemment ça rapporte beaucoup d'argent au budget de l'État. Et puis il y a eu d'autres raisons, c'est que l'alcool notamment, l'alcool, il y a une pression très forte. Il y a des viticulteurs, il y a des producteurs d'alcool qui sont très puissants. Non, c'est la raison pour laquelle on ne touche pas à l'alcool et au tabac. Disons clairement les choses. Bien, d'ailleurs, doit-on y toucher? C'est un autre débat, ça. Débat philosophique. Alors, j'aimerais beaucoup, 0826 300 300, que chacun vienne intervenir dans le débat à partir de maintenant. Hein. Je vais quand même poser une question, peut-être pas tout de suite, parce que Othmane Nasrou voudrait répondre à Myriam Savy, mais l'approvisionnement. Parce que si l'on ouvre des boutiques, imaginons, on ouvre des boutiques, d'où viendra le cannabis vendu dans ces boutiques? C'est une des questions posées. D'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a des réponses là-dessus aussi. Vous aussi, j'imagine. Mais tiens, prenons Philippe, un de nos auditeurs, tout de suite, qui est à Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour.
Alors, vous êtes consommateur de cannabis, vous avez 52 ans, vous êtes agriculteur, vous en faites pousser chez vous. Exactement. Hein Que se passe-t-il là? Il y a une... Vous en faites pousser chez vous, vous êtes favorable à la légalisation, hein, Philippe? Totalement. C'est de l'hypocrisie. Actuellement, on parle sans arrêt de la réforme des retraites. Je pense que ça peut être une manne financière pour aussi... oui. Comment ça s'appelle Allez-y. Je suis désolé du terme. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Ça permettrait d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses pour payer les retraites aussi. Moi, j'ai 52 oui, enfin, ans. non, ça n'a rien à voir, non, peut-être, non. Mais bon, là, vous savez, il y a des travaux à côté du studio, c'est pour ça que vous entendez une perceuse, je pense, oui. Allez-y, Philippe. Non, mais j'ai 52 ans, j'ai deux grands-enfants aussi. Ils ne touchent absolument pas au cannabis, ils savent que je fume. Je suis totalement contre pour que les jeunes ne fument. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 20 ans. Quel âge ont vos enfants, Philippe? J'en ai un de 27 et un de 16. Oui. Et ils ne fument pas. Et ils ne fument pas. Non. La prévention vient aussi des parents. Il n'y a pas besoin d'avoir de politique ou de quoi que ce soit pour expliquer ne fumez pas. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Donc moi je suis totalement pour. Je pense que je vois pas pourquoi je serais puni parce que je fume une plante. C'est un truc de fou de penser que c'est une plante. Tant mieux pour vous si vous arrivez à préserver vos enfants. Moi, j'ai du respect pour vous, j'entends ce que vous dites. Mais pour autant, il faut se mettre à la place de toutes les autres familles qui ont vraiment du mal à expliquer à leurs enfants qu'il ne faut pas toucher à cette substance. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut, surtout que les plus jeunes n'y touchent absolument pas, parce que dès la première bouffée, il y a des effets qui ne sont pas bons pour le développement du cerveau. Il y a des effets cognitifs qui sont reconnus par un certain nombre d'études, qui sont incontestés par toute la communauté scientifique. Et on va envoyer ce message totalement contradictoire, totalement hypocrite, de dire il faut absolument pas y toucher, mais désormais vous avez le droit. C'est légal, tout le monde peut en acheter. C'est un message en termes de santé publique. En termes de santé publique, c'est un message contradictoire. Les mineurs. Voilà, c'est un message contradictoire en matière de santé publique. Et ne m'expliquez pas que ce sera plus facile. Ce ne sera pas plus facile d'acheter du cannabis s'il était légal. Enfin, n'importe quel majeur pourra franchir n'importe quelle boutique. C'est quand même un peu plus compliqué quand il y a aujourd'hui la peur, y compris de l'amende aujourd'hui qui est prévue, de la sanction, etc. Donc, je pense que vraiment, on va exposer davantage nos jeunes à cette substance. Et c'est le bon sens le plus élémentaire que d'imaginer que quand on légalise, on banalise. Philippe? Moi, je pense que quand on est adolescent, on est toujours à vouloir défier l'interdit. Du moment qu'on interdit le cannabis en disant faites attention, on assimile toujours le cannabis, vous prenez, vous allez finir par la cocaïne, par l'héroïne. C'est un débat qui est complètement ridicule. Vous regardez sur Amsterdam, en Hollande ou les pays comme ça, je ne pense pas que la jeunesse sombre dans la drogue ou quoi que ce soit. La plupart ne vont même pas dans les coffee shops. Parce que du moment qu'on ne l'interdit plus... Exactement. Il y en a qui reculent. Hein. La ville d'Amsterdam elle-même pose de plus en plus de restrictions. Et n'est pas aussi positive que nous sur leur propre expérience. À cause du tourisme. Ah bah oui, on aura la même chose. On aura la même chose. De masse du cannabis, mais c'est en aucun cas par rapport à la jeunesse. C'est au tourisme. Quand on voit les dégradations que les touristes font sur Amsterdam, c'est quand même de la folie. La saleté, c'est les gens qui se comportent très mal. Et vous proposez de faire la même chose. Bon, et Philippe, merci dans tous les cas. Hein. Merci d'avoir animé cette première partie de débat. Je vais observer une petite pause de pub en espérant que les travaux vont se calmer à côté, mais bon, on verra bien. Il est 11h16. 11h16, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. 11h16, ça arrive à tout le monde. Hein. 11h16, vous appelez le 0826 300 300. À tout de suite. Est-ce qu'il faut légaliser de manière encadrée, hein, encore une fois, le cannabis? Il ne s'agit pas de le vendre à tout le monde, mais aux majeurs seulement. Est-ce qu'il faut légaliser cette vente? Allez-y, vous avancez dans notre débat 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h20. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Faut-il légaliser d'une manière encadrée la vente de cannabis? Chantal, qui est à Narbonne, est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Bonjour. Eh ben moi, je me permets de vous dire que je suis pour la légalisation, bien que ce soit catastrophique, mais il vaut mieux ça que de voir la liberté totale de consommation où ça fait des ravages. Donc voilà, je suis donc pour, mais d'un autre côté, je trouve ça lamentable qu'on arrive en France à ce genre d'extrême parce que on sait que le tabac, où on fait la guerre contre le tabac, détruit les poumons, engendre des maladies diverses.
et variés. Oui. Mais la drogue, ça touche le cerveau. Comme ça permettra de pouvoir manipuler les populations comme on veut, beaucoup plus facilement. Et en plus, jackpot pour les caisses de l'État. C'est lamentable. Oui, voilà. ça, je suis pas... Chantal, oui, que ça permette de manipuler les populations, ça, j'y crois pas une seconde. En ce qui concerne les caisses de l'État, il est évident que si le cannabis est encadré, la vente, il y aura des taxes. Ne croyez pas que l'État oublie les taxes. Hein. Il y aura des taxes, c'est sûr, Chantal, et c'est vrai que ça va rapporter à l'État. Parce que ça va coûter à l'État, donc ça va rapporter à l'État. Évidemment, Othman Nasrou. Oui, mais ça, c'est pas un argument, je veux dire. Attendez, à ce moment-là, on légalise tout, on légalise la cocaïne et l'héroïne, ça rapportera aussi à l'État. La question, c'est quel modèle de société on veut. Dans quelle société on veut vivre. Voilà. Ouais. Moi, je ne veux pas vivre d'une société où on livre notre jeunesse au ravage de la drogue. Et encore une fois, on dépense des millions en matière de prévention. La jeunesse au ravage de la drogue. En quoi ouvrir des boutiques réservées aux adultes? Je vois pas trop le rapport. Ça facilitera l'accès quand même à la substance. Ça envoie un message de banalisation de la substance. C'est déjà facile. Hein. Mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui qu'il faut renoncer. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à lutter contre les trafics qu'il faut les institutionnaliser. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire reculer un phénomène. Sinon à ce moment-là, il y a des milliers d'excès de vitesse tous les jours sur la route. On n'a qu'à supprimer le code de la route. C'est pas un argument. C'est pas parce que l'État aujourd'hui est défaillant dans la lutte contre les trafics qu'il faut qu'on les institutionnalise. Si on pense que la consommation de drogue est mauvaise pour le développement de notre jeunesse et qu'aujourd'hui c'est un interdit, il faut maintenir cet interdit pour aider aussi les familles dans leur travail éducatif et venir plus fortement lutter contre les trafics. Et on ne peut pas dépenser des millions d'euros sur la prévention d'un côté pour légaliser de l'autre côté cette substance. On peut faire les deux aussi. On peut accélérer la prévention auprès des plus jeunes et permettre la consommation des adultes. Librement. Je dis ça, Myriam Savy. Oui, d'ailleurs, les taxes dont vous parlez tout à l'heure, ça doit permettre de financer non pas les retraites ou d'autres choses, mais bien les politiques de santé, les politiques de prévention et renforcer la prévention de manière générale, justement pour éviter et de faire de la sensibilisation auprès des jeunes, pour dénormaliser et ne pas faire ça. Alors une question, une question qui est intéressante, me semble-t-il, si on légalise d'une manière encadrée, donc pour les adultes, la vente pour les adultes, est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, déconsidérer le cannabis? Est-ce que ça ne va pas rendre le cannabis finalement sans intérêt pour les plus jeunes? C'est ce qu'on avait déjà observé il y a très longtemps aux Pays-Bas avec la création des coffee shops. C'est-à-dire à partir du moment où on lève l'interdit, il y a beaucoup moins d'attrait pour le produit. Ça, et notamment dans l'adolescence et la post-adolescence. Ça, c'est tout à fait clair. Par ailleurs, je veux dire à notre élu là qui est ici, qui participe à ce débat, bon, effectivement, comme il le soulignait, tous les membres de LR sont pas sur sa position. Ça mérite quand même d'être souligné parce qu'il y a eu un rapport parlementaire dans l'ancienne Assemblée nationale qui était tout à fait intéressant. Malheureusement, M. Darmanin n'a pas voulu donner suite. Mais je veux dire, y compris du côté parlementaire, les choses ont beaucoup bougé. Simplement, il faut quand même rappeler que la France a la législation la plus répressive au monde, quasiment en matière d'usage de cannabis, et qu'on est aussi au top des consommations au niveau européen. Je rappelle qu'un fumeur de cannabis surpris sur l'espace public, c'est 200 € d'amende. Oui. Et il ne faut pas oublier que... Mais qui sont-ils? On voit bien qu'en termes de contraventionnalisation, ça vise toujours les mêmes personnes. Il n'y en a plus des contraventions, de moins en moins. La police, franchement, la police qui arrête un fumeur de cannabis aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'elle dresse une amende. Elle va toujours dans les mêmes quartiers pour toujours verbaliser les mêmes personnes. Donc il y a aussi une inégalité. Elle verbalise de moins en moins. Franchement, elle a autre chose à faire que verbaliser le fumeur de cannabis, me semble-t-il. Mais on regarde... si des policiers veulent intervenir, qu'ils interviennent, hein, c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier, M. Bourdin, que une très grande partie des gens qui sont en prison le sont pour usage-revente de cannabis. Trafic. C'est pas les trafiquants. Vous parlez de... non, je ne parle pas des vrais trafiquants. Ceux-là, on les arrête pas. Quand j'ai publié Les Mondes de la drogue en 2000, déjà là, je montrais que la part des vrais trafiquants était vraiment minime dans toutes les interpellations les ILS, comme on appelle. Oui. Donc c'est vraiment très minime. Et depuis, ça n'a pas arrêté de chuter. Parce que il y a tellement de techniques maintenant avec Internet...
les réseaux, etc., que ces grands trafiquants ne sont jamais pris. En fait, ce qui sont pris, c'est les petits dealers qui sont dans les cités. Bien, il est déjà 11h25. On va poser la question de l'approvisionnement. Si jamais c'était légalisé d'une manière encadrée, de l'approvisionnement. Et effectivement, est-ce que la question qu'on pose, si c'est encadré, si c'est vendu officiellement, est-ce que ça va tarir le trafic? Je n'en suis pas certain. On va en parler juste après la pub, mais je voudrais aussi que nous écoutions juste après la pub le témoignage de Paul. Il a 26 ans, est à Saint-Jean-de-Luz et il est consommateur de cannabis. Il a consommé des drogues beaucoup plus dures par le passé. Le cannabis, nous dit-il, m'a permis de me sevrer de ces drogues. Nous allons l'écouter. Il est 11h26, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h29, 11h30, vous mêlez au débat, encore une fois, 0826 300 300, comme Paul, qui est à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Paul. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Vous êtes consommateur de cannabis, vous avez 26 ans, hein Paul? J'ai 26 ans et j'ai eu 3 ans de grosses addictions aux drogues dures auparavant. Oui, auparavant, drogue dure pendant 3 ans. Comment êtes-vous venu aux drogues dures? Ouais, ça m'a souvent proposé, au fait. Ça se trouve très facilement, les gens vous sifflent dans la rue. Oui. Et il y a un côté très social au truc. Oui. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un va en prendre, et que vous ne faites pas partie du groupe, si vous n'en prenez pas, il y a une espèce de code social. On invite aux soirées les gens qui prennent telle ou telle substance, ils traînent que entre eux. Enfin, vous voyez, une espèce de... Oui, je vois, ouais. Donc, genre de coterie, enfin, de groupe, quoi. Hein, c'est ça. Oui, alors... aujourd'hui, ils sont pareils. Vous avez des numéros, des Snapchat où vous avez toutes les drogues du monde qui arrivent en 20 minutes chez vous. C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Ouais. Et si parlons du cannabis, le cannabis, c'est de la merde qui nous coupe. Enfin, oui. moi, je pense que pour la légalisation, il faudra un truc encadré. Après, excusez-moi, j'arrête pas de parler. Non, mais Paul, parlez, parce que vous avez une expérience à partager, hein, Paul. Vous dites ces drogues, c'est de la merde, et vous dites le cannabis. Vous êtes favorable quand même à une légalisation encadrée ou pas? Ouais, mais avec des quotas d'argent, par exemple, 1 gramme par jour, ou je sais pas comment on pourrait gérer ça, en fait. Ah, vous comprenez? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je comprends. Gérer, en fait. Avec des ventes limitées. Vous avez raison. Excusez-moi. Des quantités de ventes limitées. Oui, des quantités de ventes limitées, parce que la plupart des gens, ils ont juste besoin de 1 pour dormir, vous voyez, ou 1 ou 2 de temps en temps le week-end. Enfin, la plupart des gens, ils sont pas les gros fumeurs. Oui. Enfin, en fonction des gens, on adapterait, mais c'est sûr que du coup, il y aurait un marché noir qui va se développer où eux vont proposer des prix avantageux ou de la cam plus forte qui va se développer. Mais je pense que, en tout cas, je sais que moi, ça m'a aidé pour sortir de toutes ces drogues dures, ça m'a aidé dans le sens où c'est mieux de prendre ça que de prendre du Xanax à gogo, que de s'imbiber de tertian, vous voyez. Oui, bien sûr, Paul, mais bien sûr, je comprends. L'alcool. À petite dose, mais moi je le mettrais à petite dose, mais on n'a pas fini d'étudier cette plante, elle est quand même vachement intéressante, ça peut aider sur la douleur, tout ça, mais après c'est vrai que ça peut rendre fou les gens aussi, hein, c'est vrai. C'est vrai. Merci Paul, dans tous les cas. Merci d'être avec nous. De rien, merci. Merci à vous. 11h32. Paul parle de plusieurs addictions. Il a été addict à des drogues beaucoup plus dures que le cannabis. Il dit que le cannabis l'a aidé à s'en sortir, mais il est prudent quand même sur la légalisation. Vous l'avez entendu, Myriam Savy. Oui. Alors effectivement, les consommateurs de drogue aussi, quand c'est un usage problématique de drogue, souvent il y a des causes derrière et en fait l'effet psychoactif du cannabis qui est un calmant peut être recherché justement pour peut-être apaiser certaines tensions individuelles. Donc effectivement, l'objectif, c'est pas encore une fois de dire il faut consommer beaucoup de cannabis, il n'y a aucun risque, etc. Il faut limiter la consommation. Il faut rappeler les dangers. Quoi qu'il arrive. Après, je ne crois pas forcément beaucoup à la possibilité de contrôler la quantité qui est achetée.
Il faudra peut-être réglementer les conditionnements. Après, on va pas avoir un permis dans lequel on va inscrire à chaque fois un tel a acheté 1 gramme et donc il est bloqué dans tous les autres magasins. Ça, je pense que c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est effectivement de la prévention, de la sensibilisation, faire connaître les effets et puis faire vraiment aussi attention au discours qui pourrait être véhiculé par les industriels du cannabis demain, qui pourraient, comme pour l'alcool ou pour le tabac, comme ce qu'ils font aujourd'hui, vanter les produits et minimiser les risques. Donc il faudrait interdire absolument toute publicité, évidemment, et bien encadré. Alors l'approvisionnement, j'imagine, une boutique vend du cannabis, et cette boutique s'est approvisionnée où ? Alors ça c'est un problème effectivement très important. C'est la différence entre la dépénalisation qui règle pas ce problème de la production et de la vente et la légalisation. Légalisation, justement, on gère aussi la production et la vente. Alors pourquoi ? Alors au niveau de la production, le contrôle de la qualité du produit et notamment éviter des pesticides, des insectes, enfin toute une série de produits nocifs qui sont ajoutés notamment au Maroc ou aux Pays-Bas au cannabis, ça c'est une priorité. Donc c'est vrai qu'il faudrait, et on sait qu'il y a des agriculteurs qui sont tout à fait volontaires, qui font d'ailleurs déjà des cultures de chanvre, etc., à avoir des productions françaises en la matière et bien sûr contrôlées de très près par l'État. Ça, c'est alors justement, le Conseil économique et social et environnemental propose une agriculture biologique, production de cannabis, l'autorisation de l'autoculture, parallèlement, mais aussi des centres de production et de distribution qui seraient encadrés, là encore, qui seraient étatiques, en quelque sorte. Oui, il faut un contrôle de l'État sur la production et ensuite la distribution. L'État n'irait pas acheter la production marocaine, par exemple. L'État ne se substituerait pas aux trafiquants actuels. Ben non, il faut développer une filière française de production du cannabis qui existe déjà, comme le disait monsieur, avec des producteurs de chanvre aujourd'hui qui seraient favorables à pouvoir développer cette... Othman Nasrou. Alors d'abord, le contrôle de l'État, moi qu'il me soit permis de douter de son efficacité, je vois que l'État a du mal à contrôler bien des choses dans notre pays, donc je ne vois pas très bien ce qui vous fait croire que demain, tout ça pourra être parfaitement encadré par un État qui aujourd'hui n'arrive pas, vous l'avez dit vous-même, à lutter, y compris contre des petits trafiquants. Je vous rappelle que dans notre pays, quand on est condamné à moins d'1 an de prison ferme, la peine n'est même pas exécutée. Alors la capacité de l'État à légaliser, à ouvrir le champ à la production de cannabis sur le sol français et en réussir à l'encadrer par un cahier des charges, et à légaliser la vente, et organiser la distribution, et à imposer un cahier des charges qui s'appliquerait à tous. Les buralistes pourraient vendre du cannabis, non, je sais pas. Non, je dis ça. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est en quoi ça va faire disparaître les trafics. Parce que dans un certain nombre d'États américains, comme le Colorado ou l'Oregon, où il y a eu cette légalisation, eh bien, il y a des groupes criminels qui ont commencé à produire pour exporter dans des États où ça n'était pas légalisé, pour irriguer précisément le réseau de trafic dans d'autres États. Et ça, c'est une réalité. Et demain, on aura des réseaux de criminalité organisés pour produire en France et pour diffuser par des réseaux de contrebande. Encore une fois, diffuser ailleurs. Oui, qu'en France. Moi, c'est la logique globale de ce débat que j'ai du mal à comprendre. On est en train de nous expliquer qu'il faut qu'on légalise le cannabis pour prélever des taxes, pour financer la prévention, pour que les gens n'y touchent pas. Avouez qu'on marche quand même un peu sur la tête. Si on veut que les gens n'y touchent pas, le mieux, c'est de lutter efficacement contre les trafics et de maintenir l'interdiction qui est aussi un message de santé publique. Et donc, l'idée qu'on puisse produire demain une substance nocive sur le sol français, je crois que ça ne va pas dans le bon sens. Bien, Timothée est à Bédarieux dans l'Hérault. Bonjour Timothée. Bonjour tout le monde. Vous êtes infirmier. Vous êtes opposé à une légalisation, même encadrée, du cannabis. Oui, en plus j'ai consommé au lycée. Oui. La seule chose que ça m'a apporté, c'est un échec scolaire. Mais c'est pas pour ça que je suis contre la légalisation. Oui. J'ai un argument qui me vient de mon frère qui est policier. Oui. Et on compare souvent le cannabis à l'alcool. Pourquoi on ne légaliserait pas le cannabis alors que l'alcool est légal? Et la vente d'alcool n'est pas légale au moins de 18 ans. Hein. Je l'oublie, je ne l'oublie pas. Hein. C'est interdit de vendre de l'alcool au moins de 18 ans. Oui. Mais en théorie, que tous les jours... théorie. Oui, en théorie. Mais là, tous les jours, moi, quand je passe dans Bédarieux, à l'arrêt de bus, vous avez des jeunes de 16 ans en train de boire du rosé et fumer des pétards. Évidemment. Voilà.
Évidemment. Donc l'argument qui me vient de mon frère, c'est que on a réussi à quantifier un seuil d'alcool qui rend impossible la conduite, sauf que le cannabis, on n'en est pas capable. Donc on va laisser conduire des gens qui ne seront pas capables de conduire avec du cannabis dans le sang en toute légalité. Ouais, c'est un argument. Bon argument, Myriam Savy. Effectivement, il faudra interdire la conduite de véhicules en ayant consommé du cannabis. Alors oui, sûrement, il faudra revoir un peu les modalités. Il faudra peut-être avoir des meilleurs tests pour pouvoir mieux quantifier la quantité de cannabis que l'on a. Mais en tout cas, ça peut pas être le seul argument de dire non, on a une politique qui est complètement inefficace. Ne faisons rien juste parce que on sera pas en mesure de contrôler efficacement sur les routes. Alors que ce que l'on voit aujourd'hui et ce que dit ce monsieur, c'est que des personnes qui ont consommé du cannabis conduisent. Et donc, c'est pas parce que le produit est interdit que des personnes n'en prennent pas et ne conduisent pas avec. Timothée ? Non, mais c'est des conditions pour la légalisation que je parle. Oui. Je dis, de toute façon, les gens qui consomment, ils conduisent. Hein. C'est comme les gens qui boivent. Hein. Ouais. Mais il y a un second argument aussi. Oui, allez-y. C'est que l'avantage du cannabis pour l'État français, c'est qu'il amène de l'argent dans les cités les plus pauvres de France. Et si on légalise le cannabis, il y aura plus d'argent. Oui, dans l'argent du trafic. Il participe à la paix sociale en France. Et si on légalise, il y aura plus d'argent, donc plus de paix sociale. Oui, mais Timothée, oui d'accord, ça participe à la paix sociale, mais ça pourrit la vie de quantité de Français qui vivent dans certains quartiers. Vous le savez bien, Timothée, aussi. Les trafics. Mais donc, il faudrait savoir où on lutte contre les trafics ou pas. Mais non, mais le trafic se diversifiera. Ah, alors c'est la question, vous avez raison. Est-ce que s'il y a des boutiques officielles, ça va encourager le trafic ou le réduire? Encourager, pourquoi? Parce que peut-être que les trafiquants vont trouver du produit de moins bonne qualité, moins cher, et le mettront moins cher sur le marché. C'est la question. Et qui échappera aux taxes, et qui ne sera pas fiscalisé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alors, Dominique Dupré? Écoutez, moi j'ai travaillé sur le trafic depuis le début des années 2000. Oui. C'était en plus l'explosion de l'héroïne, notamment dans les quartiers nord de Marseille et surtout Monterrey-Prugé, puisque je suis d'origine lilloise, l'île Sud, qui est un lieu important. Et donc en fait, moi j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui s'est passé récemment avec la création des Uber. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la situation des taxis à Paris était catastrophique. Même une personne âgée avec sa valise, elle devait se débrouiller tout seul. Le chauffeur de taxi bougeait pas de son siège. Oui. Bon, lorsque on a créé l'ubérisation, avec aussi des concurrents d'ailleurs français, oui. Certains avaient critiqué très vertement Macron en disant bon voilà c'est l'ubérisation de la société. Oui. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes qui étaient des cités, qui auraient peut-être eu des parcours délinquants ou qui avaient quelquefois des parcours délinquants, qui sont devenus chauffeurs. Ils sont arrivés en costume cravate, oui. Avec des voitures toujours propres. Ils ont toujours descendu tout de suite de leur siège pour mettre la valise du vieux monsieur dans le coffre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quasiment pas d'incident. Et de fait, ça fait évoluer complètement la situation. Avec des conditions de travail qui sont limites. Oui, bien sûr. Mais remarquez, ça a fait bouger. Les chauffeurs de taxi ont dû s'adapter. Ça a fait bouger, c'est vrai que ça a fait bouger, notamment des grandes compagnies. Et donc là, par rapport au cannabis, là, il y a toute une série de jeunes, bien entendu, qui sont impliqués dans des trafics, dans des... Qui pourraient... dans des ventes illégales. Il n'y a rien qui n'empêche, comme ça s'est passé dans d'autres pays, que ces gars-là, avec une formation, tout ça, puissent se reconvertir dans un commerce légal. Oui, oui. Je crois pas qu'ils ont vocation à être des criminels toute leur vie, si on leur offre une opportunité d'intégrer l'économie légale. Il faut avoir un peu d'optimisme sur notre société, quand même. Non, mais attendez, on peut être optimiste, on n'est pas obligé d'être naïf. D'abord, moi je comprends pas très bien la comparaison entre le fait de conduire une voiture, d'être un chauffeur VTC, un chauffeur Uber, avec le fait de vendre de la drogue. Et de dire que ces jeunes-là sont forcément destinés à être uniquement toujours dans le trafic de drogue, qu'ils soient institutionnalisés ou pas, je trouve que c'est un peu réducteur, et je pense que c'est précisément le message contraire qu'on doit leur donner. Et puis, encore une fois, moi je n'ai toujours pas compris ce qui va empêcher
ces trafiquants à aller sur des substances plus... Personne ne répond depuis tout à l'heure sur ce point, sur des substances plus nocives, sur du trafic, sur du cannabis de contrebande moins cher, sur du cannabis qui ne respecte pas les cahiers des charges de l'État. Et donc je ne comprends absolument pas ce qu'apporte la légalisation, parce qu'au moment où on parle, Jean-Jacques Bourdin, il y a des quartiers, vous l'avez dit, qui sont gangrénés par ce phénomène. Alors moi je vais vous dire, Othman Nasrou, je connais l'État un peu, et vous aussi, et la manière dont réagit l'État. Je peux vous dire que si l'État met des taxes sur du cannabis vendu dans des boutiques légales, l'État sera beaucoup plus performant dans la lutte contre le trafic illégal. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce que je dis. Mais c'est terrible, mais c'est une réalité. Même si l'État est aujourd'hui défaillant dans la lutte contre le trafic de cigarettes illégal. L'État est assez défaillant. Justement, ça c'est un exemple. Oui, Myriam Savy, dites-moi, le trafic de cigarettes, l'État n'arrive pas à la contrebande, n'arrive pas à contrôler la contrebande. Et les buralistes s'en plaignent sans cesse. Oui, c'est vrai. Et évidemment, on n'est pas naïf, et donc on ne va pas dire parce qu'on va légaliser le cannabis, tous les trafics vont absolument disparaître. Oui. Par contre, il y a des économistes qui se sont penchés sur la question et qui ont montré, en développant des modèles économiques que je ne vais peut-être pas détailler, qu'il faut bien justement réfléchir. Et encore une fois, une légalisation encadrée, ça se prépare. Et donc il y a plein de questions à se poser, et la question du prix, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon prix pour inciter les consommateurs, parce que c'est l'offre aussi et la demande. Et donc les consommateurs qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des délinquants vont préférer quand même aller acheter leurs produits dans une boutique réglementée légale plutôt que de continuer à aller acheter des produits dont ils ne connaissent pas la qualité, alors que les consommateurs de cannabis et même de drogue de manière générale, puisque nous on les voit, veulent quand même s'assurer que ce qu'ils consomment, ça reste un produit de qualité. En matière de drogue, de manière générale, on développe des laboratoires d'analyse de drogue, et ce sont les consommateurs de drogue, même des fois des drogues dures, qui viennent avec des produits pour savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'ils n'ont pas envie de consommer n'importe quoi. Donc voilà, donc à partir du moment où on a un bon prix, on a des boutiques légales qui vendraient le produit, on peut raisonnablement penser que la majorité des consommateurs vont plutôt se tourner vers ces boutiques-là et vers ce marché légal du cannabis. Bien, on va donner la parole à Othman Nasrou, mais j'ai encore un auditeur qui vient d'appeler, Sébastien, qui nous appelle de Martinique. À tout de suite, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, allez, nous poursuivons le débat. Sébastien nous appelle de Martinique. Bonjour Sébastien. J'espère que vous m'entendez. Mais je vous entends parfaitement. Vous écoutez Sud Radio en Martinique, Sébastien? Tout à fait, oui. Et je suis ravi de vous savoir à Sud Radio, Monsieur Bourdin. Enchanté, en tout cas. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Sébastien, racontez-nous les ravages en Martinique. Alors, les ravages en Martinique, il faut d'abord prendre conscience que c'est une plante, comme a dit quelqu'un qui vous a appelé, et qu'on avait de très très bons agriculteurs dans ce domaine. Oui. Aujourd'hui, avec la répression, on a fait un petit peu comme, je dirais, l'alcool dans l'histoire du monde. On a d'abord tué les bons agriculteurs de cette plante, pour ensuite, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui ne devrait pas être considéré comme de l'herbe. Pour une raison simple, c'est que le trafic est géré par ceux qui gèrent aussi la cocaïne et le crack. Donc en fait, aujourd'hui, on a en Martinique, alors que on pouvait nous envier à une époque d'une herbe de très bonne qualité. Alors qu'est-ce qu'on appelle de la très bonne qualité? C'est que ça amène à beaucoup d'inspiration. Beaucoup de gens, des militaires qui étaient asthmatiques, on leur demandait de fumer de l'herbe pour justement ouvrir les pores des poumons, ça aide beaucoup. Donc en fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis, bien sûr aussi, c'est du psychotrope, donc avec les mauvais effets. Donc pour les enfants, on est bien d'accord, on ne va pas revenir dessus, mais pour les consommateurs avertis et aguerris, on se retrouve aujourd'hui en Martinique avec ce qu'on appelle de l'herbe, qui n'est pas de l'herbe, ce n'est pas du cannabis. Et qui est un produit très mauvais, quoi. D'abord, qui devient très addictif, alors que l'herbe n'est pas du tout addictif. On peut être addict à l'herbe comme on peut être addict aux films porno, ce qui veut dire que c'est un besoin qui est plutôt psychologique, mais pas un besoin physique.
La cocaïne, le crack, c'est un besoin physique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'entendement avec l'esprit, c'est juste le corps qui demande et on devient fou. Donc voilà, c'est vraiment triste parce que malheureusement, aujourd'hui, ceux qui gèrent le cannabis sur la planète, moi je pense, ce sont ceux qui gèrent la cocaïne. Et donc, si de plus vous en savez, plus, Monsieur Bourdin, oui. je vais vous dire une chose. Je viens de me rendre compte que sur votre plateau, on est tous d'accord, sauf un, pour, je dirais, avoir un entendement pour légaliser. Donc, peut-être qu'on est sur la bonne voie, parce que quand normalement les médias ne sont pas d'accord, ils sont à 3 contre 1. C'est pas mon rôle. Oui. Non, mais je dis, normalement, on est à 3 contre 1. Et là, l'inverse, c'est qu'on est à 3 contre 1 qui est contre le cannabis. Donc, c'est déjà une bonne avancée, je pense. Et voilà, je dirais que malheureusement, si on ne peut pas légaliser, on ne va pas pouvoir produire de la bonne qualité, et on avait de très très bons agriculteurs qui faisaient de la très bonne... Voilà. Merci Sébastien, merci. Sébastien qui nous appelle de Martinique, donc oui, c'est aussi un argument. Hein. Alors les addictions, bon, l'addiction au cannabis, ça existe, c'est clair. Donc ça existe, comme d'autres addictions. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce que les jeunes aujourd'hui fument moins de cannabis, moins de cigarettes, mais boivent plus d'alcool? C'est ce que j'entends. C'est vrai ou pas, vous qui suivez les addictions, Myriam Savy? Oui, alors ça, c'est des phénomènes qui sont étudiés par l'OFDT. L'Office français des drogues et des conduites addictives. Et effectivement, dans les dernières études, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une baisse de la consommation des jeunes en matière de cannabis, en matière de tabac. Et en matière d'alcool, c'est plus mesuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation, il n'y a pas une franche baisse. Et on voit, parce que sur la question de l'alcool, il y a une extrême valorisation, notamment sur les réseaux sociaux, valorisation de la consommation. Et donc, ce qui fait que ça donne envie de consommer, et les jeunes consomment. Ce qu'on voit aussi, une ivresse immédiate, quoi. Voilà. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui, hein, si je puis dire, sont aussi confrontés à une hausse des consommations d'écran, des jeux vidéo, etc. Ce qui fait qu'ils vont en gros, ils réduisent leur consommation de cannabis, mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de conduites addictives chez les jeunes. Oui, alors ça c'est effectivement, Ilona Brodavik de l'FDT avait bien montré ça, c'est-à-dire que en fait, en plus avec le confinement, le Covid, etc., les jeunes sont restés chez eux, donc toute cette sociabilité de quartier où on fumait un joint était devenue impossible, et c'est vrai que l'influence des réseaux sociaux, le temps passé sur Internet, sur les écrans, fait qu'il y a un déplacement des formes de sociabilité, et donc le produit, d'une certaine manière, et effectivement tous les chiffres le montrent, est en train de baisser très fortement, un peu partout. C'est la preuve qu'en maintenant l'interdiction, on peut faire reculer la consommation chez les jeunes. Je ne vois pas pourquoi, du coup, on voudrait la légaliser, et on pourra le tourner dans tous les sens. Faciliter l'accès à un produit tout en voulant l'éloigner de notre jeunesse, c'est absurde. J'espère que ce n'est pas la seule raison, et d'ailleurs, de la même manière, je ne vois pas ce qui nous empêche aujourd'hui de financer des programmes de prévention très puissants, sans en parallèle envoyer un message contradictoire avec la légalisation. Donc moi j'entends encore une fois qu'il y a effectivement une opinion publique qui a l'air aujourd'hui de pencher majoritairement pour la légalisation. Je continue de penser que c'est une erreur, et demain, qu'est-ce qui nous empêchera d'aller vers d'autres substances et d'autres légalisations? Il y a des exemples comme l'Oregon qui, eux, ont aussi légalisé pour des petites quantités la consommation et la possession d'héroïne et de cocaïne et de méthamphétamine. Donc, et le même argument, on l'aura demain sur d'autres substances. Je pense que c'est un choix de société. Je pense qu'il faut qu'on pense à tous ces quartiers qui sont gangrénés par les trafics de drogue, où vous avez des pères et des mères de famille qui rentrent là dans leur cage d'escalier en regardant par terre de peur, et leur expliquer qu'en légalisant on va faire disparaître cette réalité-là, c'est leur mentir. On va avoir une banalisation de la consommation dans tous les pays où ça a été légalisé. La consommation a augmenté en général, et en parallèle on va continuer à avoir des trafics très dangereux. Alors légalisation, ce n'est pas dépénalisation, on est bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, alors la dépénalisation, c'est-à-dire qu'on ne met plus les gens en prison, il n'y a plus de poursuite pénale, mais ça ne change rien. Pour les consommateurs. Oui, je parle des consommateurs. Mais ça ne change rien pour la production et la vente. Donc là, on reste dans des circuits... La dépénalisation, ce n'est pas la solution. Non, donc ça, c'est pas une solution. Légalisation ou pas légalisation, c'est le débat est là. Alors c'est un peu la situation en Suisse actuellement. On est plutôt sur la dépénalisation, mais alors
il y a eu, c'est le côté suisse, une prise de position du tribunal fédéral qui dit bon, il faut plus poursuivre, quoi. Et donc c'est un peu l'économie libérale là qui se met en avant en disant c'est un problème individuel tant que. Mais ensuite il y aura des votations. Bien, merci à vous trois d'être venus nous voir. Vous avez été nombreux à réagir. On n'a pas trouvé la solution, hein, mais le débat est là et il va se poursuivre, c'est évident. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. Parlons vrai.